Naissance d'un marionnettiste ? Je suis né au paradis. En juillet 1970, je n'avais pas encore 2 ans, quand mes parents ont emmené toute leur petite famille, mon grand frère de 9 ans, ma grande sœur de 6 ans et moi, pour la première fois, dans le sud de la France. Le camping Hélios à Vias avait été créé par un instituteur passionné et visionnaire, M. Franceschi. Pendant 17 ans, le camping Hélios, Vias, étaient les mots sésame qui ouvraient les portes d'un monde idyllique fait de chaleur bienfaisante, de chants des cigales et d'un petit chemin aux odeurs fortes et enivrantes, de bitume brûlant qui écorche les genoux, d'oya, d'olivier et d'eau stagnante du Libron. Ce petit cours d'eau longeait le chemin menant au sable fin et chaud, sous les pieds en claquettes, la plage et la mer. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuages, au ciel enchanté, clamait Tino Rossi. Chaque début juillet, très tôt, un matin, papa clipsait le crochet de la caravane digue sur la boule d'attelage de la grosse 504 vers Bouteille. C'était le signal du départ. « Les enfants, vous n'avez rien oublié ? Pipi, c'est bon ?» À l'arrière, ma place, c'était au milieu. Assis sur le bord de la banquette, tout mon corps porté vers la route, les bras sur chaque dossier de devant, la tête entre celles de papa et maman. En cas de choc, une mignonne torpille humaine, petite tête brune, béate et joufflue, directo à travers le pare-brise. Ma bonne étoile m'en a heureusement toujours préservé. « Chérie, c'est parti !» Un bisou à sa copilote d'une vie, maman, et hop. Nous ne montions pas, non, nous descendions au paradis. Nous traversions la France de haut en bas, en évitant Paris. De la Chapelle d'Armentières à Vias, il y avait 1000 kilomètres. Les livres, les chansons et les jeux pour nous occuper pendant le trajet, les pique-niques en bordure d'autoroute, les sandwichs jambon-beurre emballés dans de l'alu, des chips et du Fanta orange dans une bonne odeur de gasoil. L'arrivée toute proche était marquée par une succession d'indices. Les arbres, les maisons, la lumière changeaient. Mais c'est surtout un immense et majestueux taureau noir découpé dans un panneau de bois, planté dans un champ et reconnaissable de loin, qui enflammait nos cœurs. « Les enfants, réveillez-vous, on arrive !» Alors on quittait l'autoroute. Tous les 100 mètres, des petits producteurs qui vendent leur pêche et leurs melons, des chemins qui rapetissent, le nez à la fenêtre, le doux vent chaud, les cigales, le bitume mangé par le sable des vignes partout, et le petit chemin sur lequel brinque-balle la caravane. Nos prières d'enfants pour ne pas croiser une autre caravane, l'inquiétude quand un énorme camion de livraison surgissait, la magie avec laquelle mon père trouvait toujours le moyen de se garer sur le bas-côté et laisser le natif habitué nous foncer dessus et passer à un cheveu des rétroviseurs en faisant trembler notre bonne vieille digue et disparaître par la vitre arrière dans un nuage de poussière de vacances. L'excitation était à son comble lorsqu'au dernier virage, sur la gauche, apparaissaient des campeurs en tongs revenant de la plage, bardés de parasols, de matelas pneumatiques, de pelles et de seaux en plastique bariolé, bronzés et souriants aux nouveaux arrivants. Enfin, surgissant au-dessus d'un muret en crépi blanc hérissé, au cœur d'un massif de bougainvilliers fuchsia, le panneau multicolore sur lequel un soleil joyeux nous accueillait en clignant de l'œil. « Bienvenue à Hélios !» Chaque journée se déroulait comme dans L'île aux enfants, mon programme télé-jeunesse préféré. Toute la journée des jeux, des rires, des histoires et des chansons. Le camping et ses petites allées de sable fin où l'on jouait aux boules, où tout le monde se croisait en maillot de bain. Les bonjours chantants et les « bon appétit » à Vélassin, fusées d'une caravane ou d'une tente canadienne. On devenait amis juste avec un rire, en faisant la vaisselle ou en attendant notre tour pour la douche dans les sanitaires collectifs. Dans les années 70, de Stoney-Chardenne à Eagles, la radio diffusait du soleil sur la France et le camping Hélios était 1000 fois mieux qu'un luxueux hôtel en Californie. À notre arrivée, François Ier installait la caravane en 2 temps 3 mouvements, sous l'œil amoureux de Marie-Josée Neuville. Ah oui, il faut que j'explique.
Depuis tout petit, j'ai toujours naturellement associé mes proches à des personnages célèbres. Mon père, par le nez et la barbe, avait tout du gagnant de Marignan 1515, et maman était fan et ressemblait à cette chanteuse qui avait apporté dans ses textes une fraîcheur et une impertinence brillantes, juste avant l'explosion des yéyés, restés, eux, bien plus consensuels. Maman, c'était la femme parfaite, toujours souriante et d'humeur égale, joyeuse et sage. Une mère en osmose avec son mari. Un couple fusionnel. Ma sœur et moi, nous étions déjà sur l'air de jeu. Balançoire, cage à poules et tourniquets, affairés aux retrouvailles et aux nouvelles amitiés instantanées. Devenu adulte, il est difficile d'imaginer combien les rencontres entre enfants d'un camping pouvaient être simples, immédiates, comme une évidence. Enfin, elles l'étaient pour moi et ma sœur à l'époque. Jusqu'à 11 ou 12 ans, les enfants ne calculent pas, ou en tout cas leurs élans d'amitié se satisfont de conditions de base. L'autre doit simplement être là et être reconnu comme un compagnon de jeu et de rigolade, prêt à rentrer dans la ronde, comme on l'a appris à l'école. On se donne la main et on marche ensemble. Les choses étaient simples et gaies, et elles le furent jusqu'à mes 13 ans. Je n'ai d'abord pas compris pourquoi, mais à l'été 1982, quelque chose changea. J'avais 13 ans. Dans les années précédentes et jusqu'à leurs 17 ans, mon frère et ma sœur menaient leur vie avec leur bande de copains, comme de jeunes adultes qu'ils étaient devenus. Moi, jusqu'alors assez proche de ma sœur, ce qui m'avait facilité au fil des années l'inclusion dans le groupe des enfants, je ne m'étais pas rendu compte que mon grand frère et ma grande sœur partis, je me retrouvais seul avec mes parents. Sur le terrain sablonneux, d'où émergeaient quelques touffes d'herbe cramées par le soleil, la caravane et son avancée bleu roi et franche torsadée à pomponnettes blanches, sous laquelle une petite table et des chaises pliantes en tissu à grandes fleurs oranges accueillaient jusqu'alors nos repas familiaux. Cette caravane était devenue mon royaume. Le royaume d'un petit prince de 13 ans, dernier sujet du roi François Ier, et de la reine Marie-Josée Neuville, Jean-Christophe Ier. Pour dormir, j'avais désormais pour moi seul toute la moitié arrière de la caravane, que ma mère aménageait ingénieusement chaque soir, disposant les banquettes, leurs dossiers et le plateau rectangulaire de la table, pour au final composer un grand lit confortable. Pour mes parents, à l'avant de la caravane, un lit 2 places assez étroit se rabattait contre la cloison. Un superbe rideau orange écarlate et coulissant séparait les deux espaces de sa barrière infranchissable, au pied duquel trônait un magnifique pot de chambre en plastique bleu layette, uniquement destiné aux petites commissions, et que mon père était chargé de vider le matin. L'un des plaisirs secrets du camping était de voir déambuler au petit matin les papas mal réveillés, tenant par leurs anses de métal leur pot de chambre, au fond duquel clapotaient les pipis mélangés et encore chauds de toute la famille. Ils allaient le vider dans les toilettes à la turque et revenaient en trottinant, un sourire endormi et satisfait, pour mission accomplie. Il n'y a pas d'amour, rien que des preuves d'amour. Jamais, je m'en rends compte à l'instant, mes parents, dans leur gentillesse attentionnée, ne me demandèrent de m'acquitter de cette tâche. J'avais des parents aimants et d'une bienveillance admirable. Je les ai encore à ce jour. Je sais que je relirai ces mots un jour et qu'ils ne seront plus là. C'est à la fois inconcevable et atrocement banal. Chienne de vie! Je le dis en souriant car je considère que jusqu'à présent et objectivement, j'ai eu toutes les chances et tous les bonheurs dans ma vie. J'y reviendrai sans doute. À l'époque donc, mon frère et ma sœur dormaient dans une petite tente canadienne installée juste derrière la caravane. Je ne les voyais presque jamais car ils rentraient tard le soir, alors que je dormais déjà. Ils rattrapaient leurs nuits agitées dans des sommeils profonds et des réveils très tardifs. La journée, ils s'éclipsaient et vivaient leurs aventures en bande, corps bronzés, amour de blé, eau salée, baisers dorés. En 1982, ma sœur commença à faire des colonies de vacances et mon frère était prof de tennis dans un club UP sur la côte cannoise. Je me retrouvais, pour la première fois, vraiment seul avec mes parents. Ce fut l'été de tous les changements. J'allais quitter l'enfance et entrer dans une adolescence dont je n'avais pas les moindres codes. En attendant, l'enfant que j'étais encore vivait son dernier été un peu solitaire. Je n'avais plus l'âge des tourniquets et des rencontres faciles. Je m'étais renfermé sur moi-même depuis que j'avais découvert un secret à protéger désormais. Paradoxalement, mon attirance pour les garçons ne m'a jamais posé de vrais problèmes. Aussi loin que je m'en souvienne, ce que j'ai éprouvé pour mes copains de classe chaque année et avec une régularité de métronome m'a toujours semblé parfaitement naturel.
je tombais systématiquement amoureux du garçon à côté duquel j'étais assis en classe. Il y eut donc Franco en 5e, Eric en 4e, et bien sûr mon grand amour, Richard, de la 3e à toujours. Auparavant, en 6e, un élève de ma classe, Guy, un beau et grand brun qui avait redoublé et qui habitait juste derrière chez moi, m'avait raccompagné à pied jusqu'à ma porte et avait insisté lourdement pour entrer. Du haut de mes 12 ans, j'avais clairement senti un intérêt sexuel chez lui. Et même si je ne savais pas mettre des mots précis sur ce ressenti à l'époque, cela m'apparaît clairement aujourd'hui et ce malaise et mon inexpérience m'avaient fait le rejeter. J'avais dû lui dire que mes parents m'interdisaient de recevoir sans leur présence. Je n'étais pas pubère, lui avait 1 an de plus. Parfois, le destin semble planter sur le chemin de nos vies un panneau routier indiquant 2 directions opposées. Avec le recul, je me demande ce qu'il se serait passé si j'avais accepté. Si j'avais eu 1 an de plus. Si j'avais souhaité que ce quelque chose que je pressentais se passât. Toute une vie peut être changée par une simple bifurcation. Et ces bifurcations peuvent apparaître au moment où on s'y attend le moins. Généralement, notre éducation nous apprend à être très prudent. Il suffit d'une fois. Cela m'a toujours fasciné. Assis à la table pliante de la caravane, à l'endroit où je dormais chaque nuit, grâce au passe-passe modulable de maman, je vis s'installer sur le terrain d'en face une grande caravane toute neuve. Le beau couple avait une 30aine d'années, et 2 enfants se mirent à me fixer. Une petite blonde de 6 ans et un petit garçon de 11 ou 12 ans. En quelques battements de cils, je me retrouvais assis dans leur caravane. J'eus le sentiment que l'un comme l'autre avait jeté son dévolu sur moi. Je n'avais rien eu à faire. Il m'avait séduit naturellement. C'était évident. La gamine minaudait et me trouvait manifestement à son goût. Assise à ma gauche, elle se serrait contre moi, et j'éprouvais un léger malaise à son empressement. Si je me laissais d'abord faire, je finis vite par tenter de m'éloigner et me dégager subtilement de ses assauts. Ce qu'il se passait sur ma droite, sous la table, m'intéressait davantage. Comme dans une lutte fratricide, le jeune garçon aux cheveux marrons et regard noir perçant me dévisageait de son plus beau sourire. Il ne fallut pas longtemps pour que son genou, nu et chaud contre mon genou, et bientôt toute sa jambe, le long de ma jambe. Surpris, je sentis très vite une chaleur intense m'envahir, et il ne me vint même pas à l'esprit de repousser cet élan. C'était tellement bon. J'avais bien expérimenté pendant l'année qui venait de s'écouler, en classe de 5e, les frôlements de coudes de Franco contre mes bras. Parfois même nous restions pendant de longues secondes suspendus, collés l'un à l'autre, et cela rendait la leçon d'histoire subitement plus intéressante et intense. Dans mon corps d'enfant, le cœur d'adolescent se frayait un chemin et s'emballait. J'éprouvais une connexion intense et métaphysique, sans même connaître encore le sens de ce mot, étrange et transcendant. Je ne me souviens pas à l'instant du prénom du garçon. Appelons-le Mathias. Il avait le visage d'un Mathias, brun, aux cheveux lisses et soyeux, qui formait sur sa tête comme un casque de Playmobil. Mais rien de ridicule là-dedans. Il était incroyablement mignon et intense dans son regard, mais aussi dans son empressement. Jamais rien ne fut dit entre nous, mais tout était évident. Évident qu'il aurait voulu que sa sœur disparaisse pour que je ne sois qu'à lui. Je devais faire montre de trésors de subtilité pour qu'elle ne se sente pas rejetée par la jalousie sourde de son grand frère. J'avais le sentiment, accepté en silence, d'être devenu le jouet de 2 enfants. Alors que nous jouions avec une sorte de poupée, un couple plus âgé, dont je me rappelle que le mari était l'employeur du papa de Mathias, leur rendait visite pour la journée. Je me souviens de l'épouse du patron. Elle devait avoir la 50aine. Son regard sur moi. Ce regard de blé en herbe sur un adolescent. Je ne connaissais rien à la vie, ni au moindre plaisir sensuel. Et pourtant, je compris tout ce qu'il y avait derrière ce regard. « C'est incroyable, dit-elle en parlant de moi. Regardez cette façon de manipuler la marionnette. Tu es un véritable artiste, mon petit. » Sa remarque m'avait surpris et comblé de fierté, mais je trouvais admirable l'humilité avec laquelle j'avais accepté ce compliment. Elle me regardait,
et me parlait comme à un jeune homme, non pas à un enfant. D'ailleurs, les parents de Mathias me voyaient comme le baby-sitter de leur progéniture. J'étais tellement mature pour mon âge, je sentais que ça énervait Mathias qui, lui, malgré 1 ou 2 ans de moins que moi, se considérait plutôt comme mon égal. Il y eut cette fois où, de retour de la plage, sur le chemin des douches, Mathias insista. « Viens, viens, on va dans la même douche ensemble ?» Son regard était malicieux, brillant. J'ai senti qu'il voulait un rapprochement. Je n'ai même pas voulu imaginer ce qu'il aurait pu se passer. Avec le recul, je pense avoir eu le sentiment que tout cela était dangereux. Mais curieusement, malgré mon âge, je ne me voyais pas en prédateur, mais en proie. Comme avec Guy l'année précédente, je refusais tout net la proposition et je vis de la déception dans son regard. J'avais senti qu'il avait peut-être déjà de l'expérience dans sa sexualité d'enfant. Je n'en avais aucune. C'est-à-dire que jusqu'à ce jour, je n'avais pas exploré mon corps. Oui, il y avait bien eu ces autocollants publicitaires que je m'appliquais à disposer sur mon torse de 5 ans, et surtout à décoller en une délicieuse sensation d'érotisme puéril. Ma mère m'avait d'ailleurs surpris dans cet exercice, et n'avait pas compris la sensualité de la chose. Pour elle, son petit garçon s'amusait juste à se faire des tatouages autocollants. Dieu merci, ça s'enlevait facilement. Elle ne se doutait pas d'avec quel délice charnel. Il y avait eu aussi ces années avec la petite voisine Sandrine. Nous jouions au docteur en faisant rouler des stylos à billes sur son sexe imberbe de 6 ans ou en nous caressant à l'arrière de la voiture de ses parents avec la queue de lapin porte-bonheur de son papa. Mais je ne me souviens pas avoir été à l'initiative de tout cela. Je me laissais entraîner par elle. Ce que je n'aimais pas particulièrement dans ces jeux avec la voisine, c'était lorsqu'elle voulait faire l'amour. Ce qui consistait pour elle à s'embrasser sur la bouche, ce que je trouvais assez dégoûtant et qui sera sans doute par la suite à l'origine de mon problème récurrent pour cette pratique. Il m'en est venu une théorie sur la compatibilité des salives, j'y reviendrai un jour. Pour ce qui était de Mathias, je me souviens d'une photo prise de lui, assise dans un de nos fauteuils à fleurs. Une diapositive disparue, que j'ai revue par la suite. Mais je ne suis plus sûr de la retrouver aujourd'hui. Les parents ont filmé en vidéo ces vieilles diapos et ont jeté les originaux, à moins qu'ils l'aient imprimé sur du papier et que maman les scannait par la suite, lorsque sur mes conseils elle accomplira la tâche pharaonique de transférer toutes nos archives photos et vidéos sur disques durs et DVD. Sur cette photo, je me souviens de son regard perçant et triste, empli de reproches. C'est moi qui avais pris cette photo. C'était le matin du jour où ils étaient partis. La veille, lui et sa sœur devaient manger avec le couple plus âgé qui avait invité les parents de Mathias dans un restaurant chic. La dame avait insisté lourdement pour que j'aille avec eux, mais en concertation avec mes parents, j'avais refusé car j'avais perçu confusément l'ambiguïté de la situation. À leur retour, la maman avait dit que les enfants avaient été insupportables, contrariés sans doute par mon absence. J'en avais ressenti une légère fierté, mais cela n'avait que confirmé ce sentiment étrange d'être entre deux mondes. Ni plus tout à fait enfant, encore loin de l'adulte, l'adolescent que je crois n'avoir jamais cessé d'être depuis lors. Mathias et toute sa famille partis, il se passa quelque chose d'étrange. Dans les nuits qui suivirent, j'ai découvert le plaisir et la jouissance sexuelle tout seul, dans mon lit, sans bruit, à l'arrière de la caravane. Je me suis toujours demandé si mon père ne m'avait pas entendu ou ne s'était pas douté de quelque chose. Mes parents sont très discrets quant à la sexualité. Je m'en apercevrai quelques années plus tard, toujours dans la caravane, mais à Avignon en 1988, l'année de mon coming out.